Hello à tous, nouveau live ce soir, donc on enchaîne. Hein. Hier soir, Rudy Koya, on a pu un petit peu parler d'explosivité, on a parlé de machine iso-inertielle, donc super intéressant de par nos expériences différentes sur ce type de machine. Et ce soir, on reçoit une personne qui est peut-être pas inconnue pour vous si vous nous suivez ce soir, parce que c'est Romain Cacevenda. Romain Cacevenda, un des co-créateurs de Labo RNP avec l'excellentissime Adrien Chartier et le subliminal Sébastien Zimmer. Alors Romain qui vient d'arriver, on va parler donc un petit peu de préparation. On a Romain donc qui est en train d'arriver là, en cours de connexion. Romain qui lui bosse dans la préparation physique, essentiellement avec des athlètes de haut niveau. Alors de nos jours, c'est même bien beau de dire des athlètes de très haut niveau. Romain, il est toujours très modeste. C'est surtout, j'avoue, moi qui le pousse à parler plus de son palmarès et de ce qu'il met en place, parce que on ne peut pas ne pas partager un palmarès tel que Romain arrive à mettre en place avec ses athlètes. Je sais que c'est toujours compliqué pour toi d'en parler parce que tu es super humble, mais voilà, je pense que ça va faire du bien aux gens d'entendre ce soir ce que tu as à dire. Salut Romain. Salut, ça va bien? Tu m'entends bien? Ça va, ça va. Bon, mon casque décidément ne veut pas marcher ces derniers jours. Ah, Euh, Ça y est, t'es rentré? ouais, c'est bon, je suis à la maison. Ok, super. Parce que Romain, il est partout. Donc là, t'étais avec le foot, je Non, pense. il n'y a pas foot le mardi, mais Ah, il n'y a pas foot le c'est jour mardi. de Bon, bah, repos c'est dans cool. la semaine. Mais sinon, c'est 6 jours sur 7. Ouais. Exact. Mais bon, c'est le prix d'avoir un bon niveau parce que cette année, le club de foot avec lequel tu bosses en prépa, pour la deuxième année même consécutive, ils ont joué sur des tours qualifs Ouais, c'est ça. de Ligue Europa, c'est ça? Conférence League, la C4. Donc, le deuxième tour qualificatif de Conférence League. Ok, On a joué 2 fois en Slovénie, là. ok, Donc, c'est plutôt voilà. pas mal hein, pour des sportifs, Semi-pro. même si c'est la première division de Luxembourg, ça reste quand même des semi-pros, Exactement. la plupart. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Même si là, franchement, ça bouge dans le bon sens et ça commence à vraiment se professionnaliser. Voilà. Ouais. En plus, ça enchaîne les victoires là, depuis le début de la saison, donc C'est c'est plutôt plutôt bien. satisfaisant, je pense. C'est ça. Donc après, moi, je connais pas tout ce que tu mets en place, juste de par les discussions qu'on a. Mhm. Mais j'ai la chance cette année d'avoir un footballeur que je suivais qui était semi-pro dans le coin et que je suivais en prépa physique et qui m'explique un petit peu, qui me dit un petit peu, en tout cas son ressenti de comment ça se passe et qui me dit waouh. Euh, Ça envoie pas mal. Il dit les séances sont assez intenses, etc. Enfin pendant la prépa, tu vois. Là, on en parle un petit peu moins. Et donc voilà, je sais que euh, il y a un suivi qui est vraiment carré, te connaissant, toi qui es Monsieur Stat. Tu veux C'est nous en parler un petit peu de la place de la stat dans la performance? pas spécialement. On va dire que là, en fait, je travaille avec un staff de coachs qui sont portugais. Et les Portugais, pour ceux qui connaissent un peu le football, ils aiment énormément, avec Mourinho et tout ça, la périodisation tactique. Donc, c'est une méthodologie, si on peut dire, d'architecture des séances qui est vraiment intéressante et qui fait la part belle à l'intégrer. Bien évidemment qu'on place du dissocié, mais toute la réflexion est sur la typologie d'exercice avec les zones de travail, etc., que tu vas mettre en fonction du match qui arrive le week-end. Donc, il y a des journées types, on va dire, et on travaille, ou du moins on essaye de travailler le plus possible avec ballon et de mettre le plus de volume de travail qualitatif avec ballon. Avec entraînement, 6 jours sur 7, on double pour l'instant qu'une seule fois dans la semaine à J-4. Bientôt, on doublera en si à J-2, etc. Enfin, il y a tout un travail intéressant autour de c'est des footballeurs, il faut mettre le plus possible de ballons et quand on ne peut plus mettre de ballons, on vient rajouter des billes de dissociés. Ça, c'est la place. Donc moi, je suis en charge des GPS aussi et de toute cette partie-là au foot. Et c'est un des boulots, si on peut dire, qui englobe la prépa physique parce que je travaille aussi énormément avec des athlètes en individuel, en fait. Donc sur du suivi à distance. Plus Ok. labo. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus stimulant finalement? Je sais que tu aimes le suivi à distance, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus stimulant? Le côté
être sur le terrain tous les jours, tous les week-ends, etc. Ou finalement voir comment ça peut se passer avec le suivi à distance, avec des athlètes qui vont un peu partout en fin de compte dans le monde pour aller faire de la Bah, compétition. c'est plus, ça englobe les deux. Moi, je dirais, ce qui est le plus stimulant, c'est de répondre à des problématiques et avoir cette réflexion de fond sur qu'est-ce qui va permettre d'être en forme le jour J et de savoir utiliser les bons outils au bon moment. C'est un peu, tu sais, ce truc de dire c'est le chemin qui est le plus beau que le résultat. Et en fait, Mm. c'est cette idée de se projeter, de faire un rétro-planning, de gérer ce rétro-planning en fonction au jour le jour de comment ça progresse avec les états de fatigue, les états de forme, les retours des athlètes, etc. Et un peu gérer, ou plutôt essayer de gérer au mieux pour arriver à un pic de forme au moment voulu dans la saison. Et Ok. c'est plutôt ça qui me fait triper, si on peut dire. C'est- Pour que les gens comprennent quel type d'athlète, qu'est-ce que tu as comme athlète en fin de compte en suivi? Est-ce que tu peux nous donner un petit panel des disciplines que tu suis? Alors, ils sont une trentaine. Il y a du rugby, il y a du foot pro, donc rugby pro, foot pro. Il y a de l'athlétisme, pas mal d'athlétisme avec des lanceurs, que ce soit de javelot, de marteau. Il y a du bûcheronnage sportif, il y a du ski cross pro. Il y a du demi-fond, il y a du badminton, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du basket pro et De l'haltéro. de l'haltéro, ouais. Et après, sinon, c'est de la remise en forme avec des amis. Voilà. Mais sinon, ouais, Ok. c'est un peu éclectique. Il y a du tennis aussi. J'ai oublié le tennis. Mais voilà, c'est un peu éclectique, c'est un peu expert généraliste, si on peut dire. Et, euh, et voilà, c'est, on s'adapte à plutôt à l'humain dans sa discipline, même si derrière, il y a toute cette idée d'analyse de la tâche qui est centrale, quoi qu'il arrive, Ouais. en fait. Voilà. Ok. Je suppose que malgré le fait que tu as bossé dans des tâches spécifiques en fonction des athlètes, est-ce qu'il y a quand même des bases qui sont communes et qui sont à développer chez chacun? Ouais, ça dépend vraiment de l'âge d'entraînement, on va dire, et de l'historique et du testing, du bilan. C'est compliqué à dire. Oui, il y a des bases communes, peut-être bien, mais je pense que ça dépend vraiment des athlètes. Ok. J'ai pas Euh, envie de dire qu'il y a des bases communes parce que c'est pas forcément le cas. Voilà. et il y a quelques temps, alors ça fait pas si longtemps que ça, il y a un mystère qui a été dévoilé. C'est un chiffre qui est présent sur ta page Insta Ouais, et qui augmentait au fur et à mesure. Et c'est vrai, on se demandait, mais ça veut dire quoi ça sur le compte de Romain? On voyait 130, ouais. 135, 140, et tous les week-ends ça augmente. Et ça fait seulement très peu de temps que tu commences à communiquer dessus. Ça veut dire quoi en fait contre ce chiffre-là? C'est toi qui t'intéresse à ça. C'est le nombre de médailles nationales et internationales que les athlètes avec qui j'ai collaboré ont réussi à glaner à droite à gauche. Ce chiffre, il n'est pas à jour d'ailleurs. Le seul qui est vraiment à jour, c'est 43 médailles en 2023 pour Ok. à cette date, le 29 août. Ok. Pour les athlètes que tu suis actuellement en Ouais, prépa, là, alors. ouais, c'est ça. Ok. Qui ont réussi à glaner des médailles au niveau national et international. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et Félicitations. il y a quelqu'un qui est très intéressant dans les sciences du sport, on va dire, qui vient de l'université de Nantes, qui est Stéphane Morin. Et Stéphane Morin, il a mis en avant depuis, je pense, 2017 ou 2019, il a mis en avant sur les réseaux sociaux un ratio, qui est le ratio de Zassurski, qui est le pourcentage entre le nombre d'athlètes que tu amènes sur une compétition cible et ceux qui font un season best et plutôt un personal best le jour de la compétition cible. Et je trouve ça vraiment intéressant. Alors c'est un peu complexe dans les sports co, encore que, mais pour avoir une idée sur l'impact que tu peux avoir en tant que prépa physique. Même si la prépa physique dans certains sports n'a pas un impact très important, c'est plus le technico-tactique, on va dire. Tu es juste là en support et tu es toujours là juste en support pour le coach et l'athlète. Mais c'est très intéressant pour est-ce que ce que je propose, ce que je mets en place est valide par rapport aux résultats que je reçois et que les athlètes ont sur le terrain par rapport à leurs objectifs de début de saison. Ça va t'obliger, en réfléchissant comme ça, à mettre en place des sous-objectifs aussi. Et vraiment avoir cette vision à court, moyen et surtout long terme pour être le plus fort le jour J que tu ne l'aies été sur ta saison. Et c'est Ok. un peu là-dessus que
que je réfléchis énormément et sur quoi on travaille au jour le jour avec les sportifs, en fait. Et quelles Voilà. sont les cotations pour comprendre un petit peu là, ce, ce calcul à faire là pour être dans ce ratio? Tu es bon au-dessus de 65%, tu es plutôt bon au-dessus de 75 et très bon au-dessus de 85 de tête. Faudrait que je le retrouve. Ok. En gros, Et, tu es très bon quand tu es à 85% de season best, personal best le jour J. et toi, je suppose que tu tapes tes choses. Est-ce que tu veux nous partager ton ratio? Il est à 70%. C'est pas mal, mais on peut aller mieux. On peut faire mieux. C'est quand même pas trop mal. Ouais. Félicitations en tout cas pour. Moi, je connais le travail derrière et le personnage, donc je sais qu'il y a énormément de calculs, de stats, de Mm. travail derrière tout ça. Donc ça se fait pas. Des fois, les préparateurs physiques, tu sais, ils arrivent et euh, et ils posent une planif qui est somme toute commune à chacun de leurs athlètes. Et c'est loin de ce que tu fais comme boulot. Il y a des calculs divers qui viennent entrer en compte, etc. Donc, il y a vraiment une prise en charge globale de l'athlète et de sa préparation. Donc, voilà, je sais que ça te demande énormément de boulot. Est-ce que tu pourrais nous dire combien d'heures à peu près ça te demande? On sait que tu as 30 athlètes, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure à peu près. Combien d'heures ça te demande par semaine un petit peu là, ce suivi avec ces athlètes? Ou par mois, si ça peut se quantifier à peu près. Ça dépend des moments dans la saison. On va dire que c'est entre au plus 1 heure et demie, au moins 20 minutes. Voilà. Ça dépend, bah, on fonctionne par cycle en fait d'entraînement. Donc tu te doutes bien qu'à la fin d'un cycle, il y a toute une réflexion sur la suite, où tu remets à plat Mm. un peu le tout, et où là ça prend plus de temps sur la semaine. Parce qu'au milieu, il y a tous les appels aussi, il y a les messages que tu reçois tous les jours. Donc l'idée c'est d'être branché tous les jours. Donc il y a un retour de séance après chaque séance, par vocal, par vidéo, par texte. Donc ça prend du temps aussi. Et à la fin d'un cycle, ben, tu prends 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment mettre tout à plat et aller sur la suite, le prochain sous-objectif, si on peut dire. Alors que quand tu es en milieu de cycle, ben, au jour le jour, tu es avec le sportif au téléphone, par messagerie en fait, et ça te permet d'adapter et de savoir déjà si tout suit son cours ou s'il faut déjà adapter la semaine suivante, tout simplement. Quand tu Donc dis ça 20 minutes à dépend. 1h30, c'est par sportif? Oui, Ok, donc ça fait quand même, ça peut faire une grosse semaine en fonction des échéances qu'il y a dans ouais, les différentes disciplines. ça peut, oui, ça peut faire une semaine de 40-45 heures si vraiment ça tombe vraiment mal de chez mal. Mais sinon, c'est plus 25-30 heures dédiées juste à la prépa physique Ok, sur ce versant. Voilà. c'est bien, ça permet aux jeunes préparateurs physiques, parce on sait qu'on a beaucoup de coachs, tu sais, qui arrivent, qui nous suivent et qui sont fans de préparation physique, qui veulent se lancer dans la prépa physique. Donc il faut se dire, quand on veut être sérieux, qu'on va apporter du travail, on sait qu'on va passer 20 minutes à 1h30 en fonction des semaines avec un athlète. Alors, je veux venir rationaliser un petit peu ce chiffre. Parce que Romain, quand on fait des tâches, des fois on fait les mêmes tâches avec Labo. Romain, une tâche qui lui prend 25 minutes, moi ça me prend 1 heure. Mm. Donc, il y a un ratio à prendre en compte aussi. On n'a pas le cerveau qui fonctionne au même rythme. C'est automatiser les choses qui sont redondantes, en fait, tout simplement. Mm. Ça, c'est... Alors, Ouais, il était assez fort sur cette automatisation, sur euh, toute la manière d'aborder ta productivité en fin de compte dans la semaine. bah, je dirais, ça fait 10 ans que je fais du suivi à distance et j'ai commencé sur Excel, je suis toujours sur Excel, on va dire à l'ancienne. Je suis pas encore passé sur des applications comme il peut en exister moult maintenant. Mais par contre, sur le Excel, j'ai réussi à automatiser deux, trois trucs qui font gagner beaucoup de temps, en fait, tout simplement. Ok, Voilà. ouais, c'est super. Et petite question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est la place de la neuro dans la performance, dans la haute performance. C'est un socle, tout simplement. Ton objectif en tant que prépa physique, ça reste de proposer, ou plutôt d'être en soutien de l'athlète et du coach pour le développement technique, tactique et physique. Et en fait, quand tu discutes et que tu es dans un staff autour d'un athlète, quel que soit le sport, il y a toujours des problématiques d'ordre technique, d'ordre tactique, d'ordre de prise d'information. Et c'est quelque chose qui nous intéresse depuis longtemps. Tu sais, c'est ces fameux athlètes qui, à l'entraînement, sur les gammes, tout va bien, mais chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'il y a un état de stress, il revient sur
ses patterns, si on peut dire, sur sa technique qui est celle qu'il a eue depuis longtemps, qu'on essaye de gommer, si on peut dire. Mais comment tu peux jouer là-dessus? Comment toi, en tant que prépa physique, tu peux avoir un impact sur cette technique, sur cette capacité de prise d'info pour soutenir les consignes du coach, soutenir la volonté du sportif à réaliser certaines choses, mais il n'a pas les outils pour le moment. Ces outils que tu peux lui donner, ils peuvent être du côté du développement des qualités physiques, mais il peut être aussi du côté de l'optimisation du système nerveux. Et tout ce qui est réflexe archaïque, neurologie fonctionnelle, toutes ces choses-là, posturologie, sont des choses qui vont avoir un impact sur le boss, sur celui qui contrôle tout, le cerveau. Et c'est lui qui met en place justement ces différentes coordinations, qui met en place la capacité contractile, des choses comme ça. Donc, quelque part, c'est un sous-bassement et c'est central si tu as pour objectif de pousser les sportifs au plus proche de leur 100%. Et souvent, le petit pourcent, il y a même des titres de livres, c'est 1% de plus, etc. Euh, c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Ça fait aussi parfois la différence sur le risque de blessure, mitiger le risque de blessure. Et voilà, il y a tellement de facettes autour de cette idée neuro-optimisation du mouvement, optimisation du système nerveux. En fonction des sports, en fonction du sportif en face de toi, tu peux avoir un impact qui est non négligeable sur des choses auxquelles tu ne pensais pas pouvoir avoir d'impact, comme la technique. Mm. C'est des choses bêtes, mais peut-être que la consigne du coach par la suite, une fois que tu as fait tes 4-6 semaines de travail sur un point précis, les consignes elles vont passer et ça va débloquer quelque chose. Et on va, tu sais, c'est un peu effet boule de neige. Ouais. Par voie boule de neige, hop, on va dégrossir la chose, on va aller et débloquer des sous-objectifs pour arriver aux gros objectifs de saison, aux gros objectifs de cycle, parce qu'on parle de cycle de 4 ans sur des cycles olympiques, des choses comme ça. Et tout ça est architecturé avec la vision un peu plus loin. Et, euh, et ça vient de la discussion avec le sportif et le coach. Qu'est-ce que tu cherches techniquement? C'est quoi tes axes d'amélioration, etc., etc. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que si. Ouais, ouais, c'est pas mal bien étayé, c'est super cool. T'as des athlètes qui sont plus à distance. Quels outils tu utilises pour pouvoir suivre en neuro ces athlètes à distance? Déjà, il y a des questionnaires qui te permettent, en fait, sans forcément faire de testing, d'aller enlever certaines parties de l'arbre décisionnel, on va dire, et d'aller focaliser sur des choses en particulier et de voir simplement par test, même par visio, qu'est-ce qui marche et quelles sont les pistes qu'on peut avoir de travail. Et ensuite, derrière, sur ceux qui ont de la neuro, RMP, tout ça dans leur programme, c'est simplement une progression qui est somme toute basique parce qu'on cherche la neutralité. C'est-à-dire, on le dit toujours, mais c'est pas normal que faire des rebonds sur place pour les sacules et le système vestibulaire. Donc là, je penchais la tête à droite. C'est pas normal que ça améliore ta mobilité. Comme ce n'est pas normal que ça dégrade ta mobilité. Sauf que la mobilité, c'est juste une sortie motrice. Si tu t'intéresses un peu aux sciences de l'apprentissage, tu bouges pour percevoir, tu perçois pour bouger. C'est la boucle. La boucle sensorimoteur, motrice, perception, action, etc., etc. Et c'est pas normal du coup qu'en stimulant de manière analytique un canal à droite ou le système vestibulaire à droite, tu gagnes ou tu perdes en mobilité, tu gagnes ou tu perdes en force, etc. On sait que le système vestibulaire, c'est vraiment intéressant pour simuler et amener une modulation du tonus au niveau des extenseurs. Nous, ce qu'on va chercher, c'est simplement quelle est, parce que là on parle du vestibulaire, mais la base de support qui est la plus complexe pour toi, avec la stimulation vestibulaire qui te correspond, et on va mettre en place l'exercice avec de la fréquence de qualité, on parle de neuroplasticité, jusqu'à ce que la réalisation de cet exercice amène une neutralité, à savoir que ça n'améliore plus le mouvement. Une fois qu'on en est là, on va complexifier. Et c'est le même principe en fait qu'en prépa physique. C'est de la surcharge progressive en choisissant le bon niveau d'intensité. Et ce niveau d'intensité, il est choisi, on peut le dire ici, c'est du 7 sur 10. Le niveau 7 sur 10, c'est 70% de tes réalisations sont bonnes. Et on a 30% qui sont un peu moins bonnes. Et on va choisir le niveau de bruit, si on prend l'apprentissage différentiel ou ces choses comme ça,
qui te permet, dans la réalisation d'une tâche, d'avoir 7 répétitions sur 10 qui sont de bonne facture. À ce moment-là, on a un apprentissage moteur qui est, somme toute, optimisé selon ce qui est dit dans la science et autour de l'apprentissage moteur. Et en fait, l'idée, elle est simple, c'est qu'on va travailler autour de ça jusqu'à trouver une neutralité. Une fois qu'on a trouvé cette neutralité, parce qu'on a travaillé avec de la fréquence de qualité, et on parle de neuroplasticité, je le redis, on va venir faire progresser les exercices, on va venir les complexifier. Et pour les complexifier, où on monte l'intensité, ça peut être le rythme ou des choses comme ça sur le vestibulaire, ou tout simplement, on va venir empiler avec d'autres stimulations qui sont au même endroit au niveau de la boucle, on va dire, du cerveau. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une progression qui se fait et qui peut se suivre même à distance. Voilà, tout simplement. Ok, super. Je sais que tu avais déjà calculé un petit peu des ratios en fonction de certains exercices neuro. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu, tu sais, les pourcentages d'amélioration que tu avais sur certaines compétences? C'était quoi? C'était le CMJ que tu testais? Ouais, beaucoup de CMJ. J'ai aussi énormément testé avec la machine de Gaël Faury, donc qui est une machine iso-inertielle avec un capteur en fait. T'as un capteur au-dessus qui est fait par ChronoJump et c'est très intéressant parce que tu peux avoir énormément de données. Et en fait, on a testé un peu et on a des améliorations de l'ordre de 2, 3 à 6%. Voilà. Ok. Des fois, c'est plus. Et franchement, si c'est plus, c'est qu'il y a un gros bordel. Ok. Mais on s'en rend pas compte, c'est 2, 3 à 6% en faisant quel type Tu sais, d'exercice? sur un CMJ, ça peut être un truc tout simple, hein, mais ça peut être des sacules, tout simplement. Tu vois, du rebond sur Mhm. place et tout. Comme je l'ai dit avant, le système vestibulaire, il régule principalement le tonus des extenseurs. Donc, tout ce qui est amnésie des fessiers, tous ces trucs qu'on a déjà entendus, quelque part, en stimulant de la bonne manière le système vestibulaire, tu peux, à court terme, réguler ça. T'imagines bien qu'en régulant ça, il y a une meilleure activation musculaire, tout ce que tu veux, là, tout de suite, tu gagnes en hauteur de saut. Et une hauteur de saut, c'est passé de 50 à 52, tu vois. De Mhm. 50 à 53, mais, enfin, comment dire, tu t'échauffes complètement. Tu as trois séries, trois répétitions avec une moyenne à 50. Ensuite, derrière, on fait la stimulation, on repart et on arrive sur 53 et des brouettes. Et ça, on le répète et on a quelque chose qui est assez reproductible sur les gains quand il y a effectivement des problématiques d'ordre vestibulaire. Mais c'est là où c'est compliqué parce que quelqu'un qui n'a pas ces problématiques-là, il va pas avoir ses gains. Et c'est là où ça Mhm. prend un bilan, comme le bilan labo en moins de 10 minutes. Mais pour vraiment aller cibler, ok, j'ai besoin d'améliorer ça. Je sais que ces choses-là, d'un point de vue neuro, permettent d'améliorer ça ou sont en lien avec ça. Si en les stimulant, est-ce que j'améliore l'output, la sortie motrice, qui nous intéresse tous au final, que ça soit sur la machine iso-inertielle, sur un jump, sur un sprint, quoi que ce soit. Tu cherches une sorte d'équilibre droite-gauche et tu cherches à avoir les plus hauts niveaux de force, les plus hauts niveaux de watts, tout ce que tu veux de puissance. Voilà, tout simplement. Ok, super. Alors, ça nous fait déjà une belle discussion. Pour finir, je te demanderais si toi, tu avais un conseil à donner aux personnes et qu'ils devraient absolument appliquer là tout de suite. Le conseil qui, pour toi, est vraiment game changer dans la vie. Pour un sportif, tu veux dire? Ouais, pour les gens qui nous écoutent, qui sont essentiellement des sportifs. Tiens un jour ton carnet d'entraînement. C'est le meilleur livre sur la prépa physique qui puisse exister. Voilà. Ok, C'est tout bête, super. c'est tout bête, mais en tant que prépa physique, c'est un gros kiff quand tu démarres une collaboration avec un sportif et que quand tu lui demandes, ouais, ok, d'accord, c'est intéressant, on va pouvoir bosser ensemble là-dessus, là-dessus, là-dessus. Est-ce que tu sais, sur les 4 dernières années, qu'est-ce qui a vraiment marché pour toi? Et que là, il est capable de te sortir ses plans. Ah, c'était à cette période-là. Attends, je sors le plan. Ah, on faisait ça. Ah ouais, super. Et que t'avais fait quoi 2 mois avant? T'avais fait quoi 6 mois avant? Et t'essayes un peu d'avoir la carte globale de comment cet athlète réagit. Et en fait, si tu n'as pas ce carnet d'entraînement, toute nouvelle collaboration avec un prépa physique ou un coach, c'est comme si tu repartais de zéro. Donc tu vas pouvoir lui dire vite fait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il y a ce moment où il faut se connaître, tout ce que tu veux. Et c'est là où des choses comme le neurotyping et des analyses de ce type-là sont super intéressantes parce que ça fait gagner un temps fou en fait.
sur ces premiers temps où tu apprends à te connaître avec le sportif. Et le fait d'avoir un carnet d'entraînement, ah ça c'est vraiment trop cool. Et après derrière, en tant que prépa physique, tu es obligé de l'avoir parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te retourner sur qu'est-ce que tu as déjà testé, qu'est-ce qui a marché, etc. Voilà. Yes. Donc c'est un peu ce qui a primé un petit peu cette discussion, c'est la data pour la performance finalement, avec suivre des chiffres, suivre des analyses, et être régulier et rigoureux dans les analyses qu'on fait pour pouvoir s'améliorer, quoi. Ouais, avec toujours. Enfin, moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est que c'est le sportif qui est au centre de tout. Mm. Et tu dois être là pour le pousser le plus haut possible. Et pour faire ça, ben, tu dois comprendre comment il fonctionne, mais aussi lui faire confiance parce que c'est lui qui est dans son corps. Et il y a une partie de d'autonomie pour lui, ou plutôt d'apprentissage, où tu dois ben, lui apprendre des choses pour qu'il comprenne comment il fonctionne et pour qu'il te fasse les feedbacks les plus qualitatifs possibles. Et ça passe entre autres par le carnet d'entraînement. Voilà. Super. Bah, merci Romain. De rien. Je te dis pas bonne soirée parce qu'on se voit dans quelques minutes parce qu'on a encore un Ouais. cours à 21h avec nos élèves, le fameux cours mensuel de perfectionnement. Donc repose-toi bien en attendant. À tout de Yes. suite. À tout de suite. Salut, bonne soirée à Salut tout tout le le monde. monde. Salut tout le monde.